Présents en Europe depuis plus de 2 semaines dans le cadre d'une mission d'information et d'intoxication initiée par la direction du RDR et qui devait coïncider avec le 18 juin 2012, date de l'audience de confirmation des charges retenues contre le président Laurent Gbagbo, malheureusement reportée au 13 août. Joël Nguessa, ex-ministre des Droits de l'Homme sous le régime du président Laurent Gbagbo et actuel porte-parole principal du RDR d'Alassane Ouattara, a eu le jeudi 28 juin dernier une rencontre très animée avec la presse panafricaine de France. Les questions du PPTE, la réconciliation nationale, la nouvelle rébellion de Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la CPI, la cherté de la vie à Abidjan, tous les sujets ont été débattus. Dans cette vidéo exclusive, EVN News TV vous propose l'intégralité de la rencontre. À consommer, bien entendu, sans modération. Merci. Cela fait bientôt 12 ans que la Côte d'Ivoire avait souhaité obtenir un allègement substantiel de sa dette. Souvenez-vous qu'en 1999, au moment où le président Bédié était président de la Côte d'Ivoire, il avait annoncé que quelques mois après, c'est-à-dire au mois de mars-avril, normalement la Côte d'Ivoire devait connaître un allègement considérable de sa dette. Et puis est survenu le coup d'État de 1999. Et de cette date jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire a couru après cet événement. Pourquoi l'initiative PPTE? Il faut dire que c'est en 1996 que cette idée a germé dans l'esprit de ceux qui avaient en charge le FMI et la Banque mondiale, parce qu'ils estimaient que certaines dettes, de par leur poids, empêchaient le développement. Il y a beaucoup à dire sur le PPTE, mais je voudrais m'arrêter là pour pouvoir vous écouter et qu'on puisse échanger. Il a dit tantôt, il y a d'autres sujets qui sont des sujets d'actualité. Et à cette tribune, je voudrais vous dire que je ne vais pas refuser quelques questions que ce soit par rapport aux questions de la Cour pénale internationale, les questions de sécurité, les questions de cherté de la vie, les questions liées aux relations internes au niveau du RHDP, toutes ces questions, je suis prêt à répondre et je vous remercie. Ok. Je crois qu'avant de commencer par la traditionnelle question-réponse, monsieur le ministre, si vous permettez, j'aimerais présenter donc, tous les confrères présents, ici présents. On va commencer par M. Axel Hilary, qui a sa propre boîte de communication. C'est monsieur qui a la caméra, sur notre gauche. Et M. Philippe Pouon, qui travaille également pour une boîte de communication, qui est par ailleurs le correspondant de Soir Info. Ok. Et à M. Mathieu Kara, qui a aussi une caméra, qui en général filme, fait beaucoup d'images vidéo pour la RT. Okay. Il a beaucoup sollicité d'ailleurs dans ce sens. Et M. Eric Traoré qui est là, M. Canver, qui a fait un document alors qu'ils sont en pleine conférence. Et il est du média qui s'appelle Francophonie Info. D'accord. Bon, la dame, vous la connaissez, Madame Kabarou la connaissez, donc je ne vais pas vous la présenter. M. Karim Wali, qui est journaliste, enseignant, il travaille pour le quotidien Nord-Sud. Okay. À côté, vous avez M. Valentin Odonou, qui a travaillé pour Africa, non pas même Africa International, aujourd'hui il travaille pour Célèbre Afrique-Asie, bon, voilà, beaucoup de magazines panafricains, voilà, continental. Afrique-Asie, ça revient sous la forme magazine. Voilà. Oui, c'est ça. Donc il bosse pour Célèbre Afrique, le groupe Célèbre Afrique. Ah oui, c'est fait. À côté, M. Jean-Paul Auro, journaliste, depuis plus de 10 ans, 15 ans, voire 15 ans. 16 ans même d'ailleurs. Oui. Il est le correspondant permanent de l'intelligence d'Abidjan. Ok. Voilà, le président Yao, voilà, correspondant Fatma, président de l'Union des journalistes de France. Et tous ceux qui sont présents sont membres
Vous êtes au nombre de combien? Bon, plus ou moins une trentaine. Hein. Trentaine. Maintenant, il y a certains qui sont en province, bon, les autres sont en région parisienne. Ok. En tout cas, moi, je suis très heureux de faire votre connaissance. Voilà. À qui la première question? Allez, soyez très percutants. Il n'y a pas de souci. Le plus court. Bon, moi, j'ai répondu sur le premier sujet, en attendant que l'autre sujet intervienne. Monsieur le ministre a parlé de la question du PPTE. Tout le monde sait que cette question a été déjà largement abordée. Moi, ce que je veux savoir concrètement, quel est l'objet de la présence du ministre à Paris, réellement? Et depuis quand il est là, et est-ce qu'il est venu pour communiquer sur cette question ou bien il y avait d'autres questions? Et en tout cas, en dehors de cette question-là. Merci. Je vais répondre immédiatement. Nous sommes ici à Paris pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de rencontrer les médias panafricains et les médias occidentaux en vue de dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis bientôt un peu plus d'un an, le président Ouattara est au pouvoir. Et certains médias, ou bien certains de nos frères qui ne sont pas de la même obédience politique que nous, étant à Paris, ont intoxiqué pratiquement tous les médias et toutes les presses. Ils ont passé leur temps à dire des contre-vérités sur ce que c'est que la Côte d'Ivoire, sur le travail du président Ouattara. À un tel point que, vu de l'extérieur, la Côte d'Ivoire ressemblait à un pays où l'insécurité était la chose la mieux partagée, où la pauvreté était la chose la plus courante. Et il était bon, à la demande du secrétaire général du RDR et de la cellule chargée de la communication du président de la République, que nous venions à Paris, un groupe de cadres, aussi bien de notre parti que du palais présidentiel à Abidjan, pour venir dire la vérité. Un an après, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue? Du moment où, du moins depuis le jour où le président Ouattara prenait le pouvoir, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, je crois qu'humblement, partout où nous sommes passés, nous avons pu dire ce qui est. Ce qui est, c'est quoi? C'est qu'au moment où le président Ouattara arrivait au pouvoir, la Côte d'Ivoire était au niveau de la sécurité à l'indice 4. Ça veut dire que vraiment l'insécurité était totale. Aujourd'hui, nous sommes à l'indice 1. Indice qui est accepté par les institutions internationales telles la Banque mondiale, la BAD. Donc, il était bon qu'on vienne dire que contrairement à ce que les gens racontent dans la presse qu'on qualifie chez nous de presse bleue et l'intoxication qui était distillée de manière très subtile, parfois en Occident, qu'on vienne dire ce que c'était, ce qu'est devenu le niveau réel de sécurité. C'est vrai, l'insécurité zéro n'existe pas, mais nous sommes dans une situation qui s'est très bien améliorée. Nous avons connu une situation de sécurité où maintenant on peut quand même aller du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, en toute quiétude. Ça, c'est déjà le premier élément qu'on devait mettre en exergue. Le deuxième élément, les gens croyaient que la Côte d'Ivoire était un pays où le président Ouattara ne travaillait pas. Mais à la vérité, je vous dis que depuis que le président Ouattara est arrivé, les réalisations qu'il a faites sont supérieures à ce qu'on a connu en 10 ans. Je vais vous donner quelques exemples. En moins d'un an, il a remplacé les plateaux techniques de tous les hôpitaux majeurs de Côte d'Ivoire. 34 plateaux techniques ont été réparés. 33 appareils de dialyse neufs avec leurs instruments ont été mis dans ces hôpitaux. Imaginez un peu le soulagement pour tous ceux qui ont besoin de se faire dialyser. Il y a eu en moins d'un an
2500, près de 2500 pompes hydrauliques villageoises qui ont été réhabilitées, permettant ici aux populations d'avoir de l'eau potable. En moins d'un an, c'est près de 2 millions de kits scolaires qui ont été distribués gratuitement pour permettre aux ménages à revenus pauvres, du moins à revenus faibles, de pouvoir scolariser leurs enfants. En moins d'un an, c'est près d'1 million de kits de soins gratuits, surtout pour les femmes, qui ont été donnés. Je ne parlerai pas des routes qui aujourd'hui sont reprofilées, des routes qui sont bitumées. Il y a un véritable boom économique et cela est réel. Il était bon qu'on vienne le dire, parce que c'est palpable. Je peux vous dire que pour vous qui êtes ici, essayez par les temps qui courent de prendre un billet d'avion pour aller à Abidjan. On vous dira qu'il n'y a pas de place sur tous les vols jusqu'en août. Pourquoi? Parce que la destination Côte d'Ivoire est maintenant brisée. Elle est brisée. Le nombre d'investisseurs qui attendaient que la situation se normalise pour venir, mais il est incroyable. Tous les jours que Dieu fait, les avions sont remplis. Ça vous dit que la Côte d'Ivoire est une destination dorénavant brisée. Dans le même volet, nous sommes venus aussi pour expliquer la situation sécuritaire de notre pays. Il y a eu ce que vous avez tous appris dans la presse concernant l'idiote tentative de coup d'État où des gens se sont fait filmer à l'avance. Et c'est vous dire que quelque part le président Ouattara avait ouvert. De manière très discrète, il a pu non seulement démanteler, mais avoir les informations et créer les conditions pour que ce coup d'État soit démantelé. Bon, les gens l'ont avoué. Lida Passiles, ministre d'État, ministre de la Défense, l'a avoué. Il a demandé la clémence du chef de l'État. Je crois qu'en la matière, justice va se faire. Il était aussi bon qu'on vous parle de ce qui se passe à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le cas de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il y a eu la guerre au Libéria et la guerre en Sierra Leone. Pendant cette guerre, ces deux guerres, il y a eu beaucoup de miliciens qui ont été formés. Et quand vous regardez la frontière ivoirienne avec le Libéria, elle est longue d'à peu près 700 km. De part et d'autre de la frontière, vous avez les mêmes peuples. C'est-à-dire vous avez les Oué et les Guyo d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les Krou, et j'ai oublié le nom de... Non, les Oué et les Dents d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les Krou et les Guyo. C'est deux peuples qui sont cousins. Alors, quand il y a eu la guerre au Libéria, il y a eu même des villageois de Côte d'Ivoire qui sont allés aider, assister leurs cousins de l'autre côté. Il en est de même pour quand il y a eu le conflit ivoirien. Ce qui fait que les armes ont circulé. Pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Après le 19 septembre 2002, les cadres, surtout de l'opposition, du moins du FPI, de l'Ouest, ils ont passé leur temps à créer et organiser des milices. Ainsi, vous avez le FLGO, l'APOE, ce sont des groupements Mao-Glovier que vous devez bien connaître. Ceux-là se sont entraînés, ils ont créé des véritables camps d'entraînement de miliciens à l'ouest. Ces miliciens se sont fait aider par les mercenaires libériens, c'est-à-dire leurs frères et leurs cousins de l'autre côté du Libéria. Donc pendant la crise post-électorale, ces mercenaires-là se sont déversés sur Abidjan avec leurs frères du FLGO, l'APO et puis autres associations. On comptait à peu près une vingtaine de milices comme ça à l'ouest. Ils sont venus à Abidjan et ils ont aidé des FDS à combattre. Après la débâcle des FDS, ils se sont tous retrouvés à l'ouest, dans les forêts de taille. Vous savez, hein, un milicien qui est obligé de rester en forêt, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de faire des excursions de temps à autre dans les villages pour venir prendre un peu de nourriture, racketter, ainsi de suite. C'est de là vient toute l'insécurité dans cette région. Mais malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés en tuant près de 63 personnes à l'ouest, dans les villages, mais ils ont été plus loin. Ils ont abattu 7 4 bleus. Et de manière énergique,
le gouvernement ivoirien appuyé par l'ONUCI et les forces françaises se sont engagés à mettre de l'ordre pour pacifier cette zone, de telle sorte que les populations qui sont dans cette zone puissent vivre vraiment en toute quiétude. C'est ça le dilemme et le problème au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ajouter à cela un conflit foncier. Je ne vous cache pas que c'est une zone qui est très riche, elle est prospère. La forêt est drue. Donc le café, le cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, pousse facilement. Donc dans cette zone, il y a eu des allochtones et des allogènes qui sont allés s'installer. Ces allochtones, c'est des Baoulés, c'est des Sénoufos, c'est des Malinqués, c'est des Koulangos, certains de nos frères de la sous-région des Maliens, des Burkinabés, sont allés s'installer dans ces zones. Et à la faveur de la crise ivoirienne, les mêmes cadres de cette région disent que ces allogènes qui sont installés là-bas depuis près de 20 ans s'en aillent. Alors imaginez un peu, quelqu'un qui a une plantation qu'il a depuis 20 ans, c'est son héritage. Le Baoulé, le Sénoufo qui a fait son champ, c'est son héritage, c'est un héritage qu'il a laissé à ses enfants. Et les cadres, aidés par qui ont créé ces milices-là, passent de campement en campement, non seulement pour racketter, mais plus grave maintenant, ils demandent à ce que les allogènes s'en aillent. Donc il y a un conflit foncier. Voici un peu l'environnement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, dès ce lundi, a eu un séminaire spécial sur le foncier, en vue de réactiver la loi de 98, qui est une très bonne loi, au passage, mais pour laquelle on n'a pas encore eu le temps de faire la promotion, pour expliquer aux uns aux autres que la terre appartient à l'État de Côte d'Ivoire, les gens ne sont que des usufruitiers. Et cette loi-là, ici, elle est mise en œuvre, peut-être que ça va atténuer un peu les tensions. Mais, retenez qu'il y a des gens qui veulent s'en servir comme argument politique pour pouvoir déstabiliser le pouvoir ivoirien. Donc voici un peu ce pour lequel on est venu. Mais le dernier point sur lequel on voulait communiquer aussi, c'est par rapport à la haie. Franchement, quand nous avons écouté la presse panafricaine, on a l'impression que les bourreaux d'hier sont devenus les victimes. Il n'y a pas longtemps, il y a un an de cela, que dans les rues de Yopougon, on appliquait ce qu'on appelait l'article 125, ça veut dire 100 francs pétrole et 25 francs allumettes. Et on mettait un punais autour de la personne, on brûlait. Il n'y a pas longtemps, quand les miliciens et mercenaires libériens disaient à Abidjan, écoutez, nos babos, nos pis. Et ils tuaient. Et un an après, on est surpris de constater que les individus se transforment subitement en victimes. Donc c'est pour dire que le procès de Gbagbo, qui passionne tant les médias et la presse nationale, c'est un procès qui aura certainement lieu. Mais lors de ce procès, il était bon aussi que nous venions pour dire la vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sur les tueries massives, sur la façon dont on a bombardé à l'arme lourde les femmes aux mains nues à Bobo, sur la façon dont on a exterminé des camps, des gens venant du camp RHDP. Il était bon qu'on vienne pour pouvoir établir ces vérités-là. Voici, j'ai été un peu long, mais c'était pour vous expliquer que nous sommes là depuis bientôt 15 jours. C'était pour pouvoir apporter ces éléments de vérité. Je voulais finir sur cette question de l'insécurité à l'ouest. Un additif. Un additif, justement, je finis là. Vous avez parlé tout à l'heure de l'insécurité à l'ouest. En tout cas, ça préoccupe pas mal de médias. Vous avez parlé des mercenaires libériens, des milices pro-Gbagbo, effectivement. Mais il y a le magazine Jeune Afrique qui a fait une révélation pas plus tard que 2 jours, qui a aussi cité certains mercenaires ou certains chefs de guerre burkinabés. On cite même c'était Amadé Ouérémy, avec 4 autres chefs de guerre burkinabés, qui sont aussi dans ces zones-là, qui sont à Montpeko, qui sont à Libourg, qui sont partout. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette présence-là dans ces zones-là? Pour apporter un additif à sa question, c'est que le problème du foncier rural ne date pas de la crise post-électorale. C'est un problème qui remonte à très longtemps. Donc, est-ce qu'il ne faut pas le cerner dans sa globalité? Et pour enchérir à son propos, les chefs de guerre burkinabés n'étaient pas principalement des miliciens pro-Gbagbo.
apparemment, ils étaient des chefs de guerre qui étaient proches des forces nouvelles, des FRC. Et que c'est pour certaines raisons, ou des raisons d'autres, qu'ils auraient retourné Kazakh. Donc vous avez connaissance de la présence de ces chefs de guerre dans cette zone-là? Non, écoutez, ce qu'on appelle chef de guerre, hein, dans notre jargon, à notre avis, c'est sur les anciens ex-com-zone. Quand la guerre a commencé. Ceux-là, ils sont identifiés. Est-ce que vous comprenez? Ils sont identifiés. Effectivement, nous avons connaissance du fait que dans cette zone-là, il y a des gens qui se sont organisés pour se protéger. De quoi il s'agit? À un moment donné, vous avez fait votre plantation de 20 hectares, 30 hectares. Et puis des individus se réclamant du FLGO, de l'APOE, viennent pour vous arracher. Qu'est-ce que vous faites? Les gens commencent à se protéger. C'est là que naît certains groupuscules d'individus pour protéger leurs ressortissants ou bien leurs parents. Ça a été le cas par exemple de certains dozos qui ont été appelés pour venir protéger certaines implantations. Mais les appeler chefs de guerre, je trouve que nous, ce que nous connaissons... C'est l'armée régulière de la Côte d'Ivoire qui est en charge de protéger la population. Mais justement, l'armée régulière de Côte d'Ivoire vient de prendre ses responsabilités. Elle a décidé de pacifier la zone. Pour en revenir à ce que vous disiez, le problème de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un problème lié à la crise militaire, mais en même temps un problème lié au foncier, comme vous l'avez dit. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le vrai fond du problème, c'est quand des individus veulent spolier un autre groupe d'individus de leurs droits et de l'usufruit de leur travail. Donc on était sur la sécurité à l'ouest et on parle des chefs de guerre burkinabés. J'ai vu que le dernier rapport des Nations Unies dit que ces mêmes chefs de guerre burkinabés aussi pratiquent des raquettes au remis. Voilà. Là, vous parlez de douaniers comme si eux étaient des gens. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, pendant les 4 mois de crise des supplétifs des FRC. C'est de quel rapport vous parlez? Le dernier rapport des Nations Unies en date du 29 mars 2012. 2012, qui est paru dans quel organe? C'est un rapport officiel. Non, c'est parce que moi je n'ai pas eu connaissance. Ah d'accord, donc vous allez sur le site des Nations Unies. Si j'avais eu connaissance, c'est le rapport du secrétaire. Ce que je peux vous dire, oui. On est là pour se dire certaines vérités. C'est bon. Hein? Certaines presses ne vont pas en profondeur dans les explications. Moi je parle des rapports, je ne parle pas de presse. Non, parce que vous avez parlé de Jeune Afrique. Non, tout à l'heure. Alors je parle d'un rapport officiel. Non, alors que ce n'est pas Jeune Afrique qui a parlé de ça. Non. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas dans Jeune Afrique? Parce que je discutais avec Fatim tout à l'heure, nous avons lu tous les deux dernières semaines de Jeune Afrique. Nulle part il n'est fait mention de ça. Si le papier de Pascal Hérault de lundi dernier, où il a mis Côte d'Ivoire concernant impossible à la première page. Oui. Voilà. Et qui indique que c'est sur la base d'un rapport des Nations Unies. Moi j'ai le rapport. Non, je demande, est-ce que le papier, comme je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que je veux avoir des précisions. Est-ce que c'est un rapport, le papier de Jeune Afrique s'appuie sur un rapport des Nations Unies? Moi, je peux vous confirmer que le papier de Jeune Afrique parle d'abord des 5 chefs de guerre burkinabés, avec citation, avec des noms. Ça, c'est Jeune Afrique. Jeune Afrique. Bien. Okay. Et moi, le rapport des Nations Unies, en date du 29 mars 2012, dit que ces dozos-là, ces burkinabés, ils ont tous confondu, en tout cas, pratiquent des raquettes, puis, comment dire, même commettre des exactions sur les populations à l'ouest. Bon, je vais vérifier, je ne l'ai pas lu. Mais seulement moi, je dois vous parler de l'état d'esprit des populations qui sont à l'ouest. D'accord. Je vous prends un exemple. Vous avez une plantation de 50 hectares de cacao. Des individus, sous le prétexte qu'ils ont des armes, ils ont des miliciens, ils viennent, ils vous arrachent cette plantation. Vous faites quoi? Vous défendez. Bien. Donc c'est pour cela que je ne veux pas rentrer plus dans le détail. Vous dire qu'à un moment donné, le désordre à l'ouest était tel qu'il y a certains groupes qui ont commencé à se protéger. Souvenez-vous, au début de la crise, en 2002, dans certaines régions, les gens étaient obligés de se protéger. Les groupes de défense ont commencé à naître. Maintenant, on est revenu dans une situation normale. Si cela persiste, il appartient à l'État de mettre de l'ordre.
Et je vous dis, actuellement, ils sont en train de mettre de l'ordre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez jamais les causes. Ne faites pas trop les raisonnements sur les conséquences. Raisonnez sur les causes. Les causes, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, des fils de Côte d'Ivoire ont armé des miliciens pour pouvoir arracher des plantations à des personnes. N'oubliez jamais ça. Et donc, si le rapport de Jeune Afrique ne parle pas de des causes lointaines, c'est que c'est un rapport qui est incomplet. C'est un papier qui est incomplet. Dire, oui, il y a des miliciens qui, proches des FRC qui sont en train de faire cela, sans expliquer d'où viennent ces miliciens, pourquoi ces groupes ont été créés, c'est incomplet en termes d'investigation. Merci. S'il vous plaît. C'est Jean-Paul Oro, merci. l'intelligent d'Abidjan. Jean-Paul Oro, l'intelligent d'Abidjan. Monsieur Joël Nguessan, Oui. je vais revenir un peu. Vous allez m'excuser d'être un peu long, je vais prendre 2 à 3 minutes. Ok, vas-y. Dans votre introduction, vous avez évoqué la question de PPTE, qui est le sujet central de notre rencontre aujourd'hui. Vous avez défini les conditionnalités qui pouvaient permettre d'arriver à ce point d'achèvement de cette initiative-là du Fonds monétaire international. Et dans ces différentes conditionnalités-là, il n'y avait pas marqué, à mon sens, comme vous-même vous venez de le dire, la conditionnalité étrangement que vous avez sorti après de la bonne gouvernance, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Les conditionnalités du FMI étaient purement économiques, macroéconomiques, microéconomiques. Elles n'avaient aucune approche politique ou concernant les droits humains. Et vous finissez de donner la conditionnalité et vous faites votre lecture d'aujourd'hui, du fait que la Côte d'Ivoire soit arrivée à ce point d'achèvement sous Alassane Ouattara, parce que Alassane Ouattara a garanti la démocratie, a garanti la bonne gouvernance, a garanti les droits de l'homme, les droits humains en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la bonne conduite de la FMI a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder à ce point d'achèvement. Sinon, sous Laurent Gbagbo, les conditions économiques étaient déjà réunies. Est-ce que M. Joël Nguessan, porte-parole du RDR, qui est tenté de faire cette récupération politique d'une question qui est purement économique et qui a été engagée, si je ne m'abuse, depuis quelques années, même je dirais depuis 29 ans, sous Houphouët-Boigny encore, Houphouët-Boigny avait demandé l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de 1996 que ça a pris la dénomination PPTE. Sinon, la question de l'allègement de la dette des pays pauvres a toujours existé au niveau des institutions de Bretton Woods. Donc, monsieur, je comprends, en tant qu'homme politique, vous êtes engagé. Mais est-ce que ça paraît judicieux et honnête en voulant communiquer et mettre au compte d'Alassane Ouattara aujourd'hui ce point d'achèvement PPTE que la Côte d'Ivoire vient d'atteindre? Est-ce que ce n'est pas le travail, l'aboutissement du travail d'un certain nombre des prédécesseurs de Félix Houphouët-Boigny, d'Henri Konan Bédié, si je peux le citer, de Robert Guy et de Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est à mettre uniquement cette réussite, qui n'est pas une réussite pour laquelle il faut se frapper la poitrine, comme vous l'avez tout à l'heure, sur le cas sur le président actuel, c'est-à-dire Alassane Ouattara? Vous avez tenté de dire que, en homme politique, nous voulons récupérer l'initiative PPTE pour le compte du président Ouattara. Mais c'est de bonne guerre. C'est le contraire qui m'aurait donné. Hein? Vous voulez que je fasse quoi? Mon président est au pouvoir. Non, attention. Et en même temps, vous dites que les conditionnalités, on ne doit pas mettre les questions de bonne gouvernance, les questions de démocratie. Mais écoutez, vous pensez que les Blancs sont suffisamment fous pour envoyer leur argent dans un pays, hein, ou bien alléger la dette de quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme? Non. C'est vous qui avez évoqué les trois conditions. Non, c'est important. C'est important. Je vais vous lire maintenant. Les droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Je vais vous lire maintenant les éléments du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Je vous ai parlé de 2 instruments. Il y avait le DSRP et puis le PND, Programme national de développement. Ces 2 instruments devaient être mis en place avec des indicateurs de pilotage avant qu'on arrive
à l'initiative PPTE, au point d'achèvement. Et il se trouve que, à l'intérieur de ces deux instruments, on parle de bonne gouvernance, hein, on parle d'état des droits. Ok. Aujourd'hui, au niveau des institutions financières du développement, tant qu'il n'y a pas d'état des droits, hein, le développement ne se fait pas sans état des droits, sans bonne gouvernance. C'est des indicateurs. Et vous voulez séparer. Non, je vous dis que on ne peut pas séparer parce que les deux vont de pair. C'est vrai, les conditionnalités directes de l'initiative PPTE sont purement économiques. Non, ne sont pas purement économiques. On ne peut pas détacher l'économie de la mauvaise gouvernance. Hein, ou de la bonne gouvernance. On ne peut pas détacher. C'est purement intellectuel ce que vous êtes en train de dire. Restez dans le cadre d'un pays. Hein, on ne prête pas à quelqu'un qui gouverne mal. On ne prête pas à quelqu'un qui gouverne mal. On ne prête pas à quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est aussi clair. J'ai été ministre des droits de l'homme. Je peux vous dire que pendant que j'étais au gouvernement, le Premier ministre Bali a fait le tour. Il était allé aux États-Unis. Il a été en Angleterre. Après, il s'est retrouvé en Hollande, à Bruxelles. Quand il est arrivé à Abidjan, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, avant d'arriver, il m'a appelé, il dit, viens m'accueillir à l'aéroport. Et tu viens avec le ministre Dibi. Donc j'y suis allé avec le ministre Dibi. J'y suis allé avec Ala Rémy. Vous savez ce qu'il nous a dit dans le salon d'honneur? Il a dit à Dibi, tant qu'on ne donne pas les moyens au ministre des droits de l'homme de travailler, on n'obtiendra pas un sou de l'extérieur. C'est important ça. Il n'y a pas de, par le temps qui court, il n'y a pas de situation de droits de l'homme séparée de l'économie. Quand vous ne respectez pas les droits de l'homme, on ne vous prêtera pas un sou. C'est un peu ça. Deuxièmement, vous semblez dire que bon, je vais tirer la paternité par rapport au président Ouattara. J'ai oublié les institutions là. Elles ne sont pas compliquées. Hein. Elles ne prêtent pas l'argent à leurs ennemis. Ceux qui se comportent en ennemis là, des institutions internationales, ceux qui ne respectent pas l'ONU, ceux qui sont là en train de demander aux gens, faites partie de l'ONU, chassez ceci, un Français, achat français, ceux-là, ils ne peuvent pas avoir d'argent de la part des institutions internationales. Parce que vous prônez la xénophobie. Et ça, ça ne passe pas. C'est une réalité. Pour revenir sur nos frères. Mais pourtant, vous étiez ministre de ce gouvernement-là. J'ai été ministre de ce gouvernement, justement, notre objectif, c'était d'atténuer les souffrances des gens par rapport au manque de droits de l'homme. C'était d'atténuer cela. C'était important. Pendant que j'étais au gouvernement, vous faites vos rapports. Est-ce que vous faisiez vos rapports? Bien sûr que nous faisions nos rapports. Donc ce n'est pas un monologue. Je voudrais que, sur ce point, dire à monsieur que c'est une vue de l'esprit que de séparer les questions de droits de l'homme et de bonne gouvernance des questions d'ordre économique. Cherté la vie. Vous savez, les aubergines, là, il faut du temps pour les produire. Il y a un principe simple en matière d'économie qu'on appelle le principe de la loi de l'offre et la demande. Quand l'offre d'un produit est abondante sur le marché, les prix baissent. Quand l'offre est faible, les prix s'accroissent. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces dernières années? On faisait la guerre. Il n'y avait plus de plantation de tomates, il n'y avait plus d'aubergines, il n'y avait plus de piments, il n'y avait rien. Et puis on est surpris que les prix soient élevés. Bon, sécurité, on en a longuement parlé. Je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. Il y a deux personnes qui veulent parler. On a fait la guerre en 4 mois. On a fait la guerre en 10 ans. Non, personne pose la question. Est-ce qu'on peut manger avant de parler? Non, on ne peut pas manger. Tu vas poser ta question. Tu es tout libre de poser ta question. Je suis là pour répondre à ça. J'ai une seule contrainte, c'est qu'à 18h, je dois être sur le plateau. Je vais vous répondre. J'ai bien compris votre question. Mais je vous ai dit, une aubergine, ça met à peu près 90 jours avant de donner. Je pense que si vous comparez cela, vous avez dit que on n'a pas eu longtemps à faire la guerre. On n'a pas fait la guerre pendant 10 ans en Côte d'Ivoire. Non, ta question, on va revenir là-dessus. Alors, c'est pas grave, on peut revenir. Oui. En lisant la presse internationale, en tout cas une certaine presse,
on a l'impression que les bourreaux sont devenus les victimes. Oui. Alors, est-ce que ce sentiment n'est pas dû au fait que on a l'impression, et je crois que c'est d'ailleurs la vérité, que la justice qui fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une justice des vainqueurs. Parce que jusqu'à présent, en tout cas, aucune personnalité importante du pouvoir compromise, entre guillemets, dans les événements qui se sont déroulés à l'Ouest, en tout cas, n'a été jugée. Merci. Et voilà. Est-ce que c'est pas justement ce sentiment qui fait naître... Merci, j'aime bien l'expression compromise entre guillemets. Oui, je mets les guillemets parce que... C'est ça que j'aime bien cette précaution, elle est belle. Hein? Parce que c'est après l'enquête qu'on peut identifier clairement qui a fait quoi. Ah. Les enquêtes ont lieu. D'accord. Maintenant, je vous dis, on est un de nous, hein. Parlons-nous. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez même le rapporter. Donnez-moi un exemple dans le monde entier où il y a eu la justice des vécus. Mais est-ce que la justice des vécus... Non. Donnez-moi ça, parce que c'est une expression que les gens prononcent comme ça, à la va-vite. Justice des vainqueurs. Sinon, attendez. Parce qu'il n'y a pas de justice des vaincus. Monsieur le ministre, non. ne va pas nous faire penser que la justice des vaincus peut exister. Non. Parce que nullement ça n'existe qu'il y a une justice. C'est quand cette justice n'existe pas que ça existe. Je vais vous dire. Pourquoi je vous dis ça? Monsieur le ministre, vous n'allez pas nous dire des choses qui sont invraisemblables. Non, et c'est très vraisemblable. Je vais vous dire pourquoi. C'est devenu un slogan. Justice des vainqueurs. Justice de ceci. Justice de cela. J'ai eu le privilège de rencontrer certains membres du secrétaire d'État américain qui ont soulevé ça. Je leur ai dit, écoutez, avant même de répondre à votre question, regardez dans l'histoire du monde et puis dites-moi où il y a eu déjà une justice des vaincus. Bref, ce n'est qu'une petite parenthèse. Hein. C'est vous dire quoi? Que le président Ouattara a été assez clair. Pas d'impunité. À ça, ceux qui ne le connaissent pas n'ont qu'à se détromper. Pas d'impunité. Le président Ouattara a demandé à ce qu'il y ait une commission nationale d'enquête. Cette commission nationale d'enquête va produire son rapport dans les semaines à venir. Et le président Ouattara fait partie de ceux qui ne se mêlent pas des questions de justice. Il dit quand le rapport sort, je le remets au procureur et s'il y a des poursuites, il les emprisonne. Point barre. Il ne sera pas faire autrement. Donc attendez. Il y a certains qui aujourd'hui ont été pris en flagrant délit dans la commission de certaines fautes graves. Écoutez, quand un bataillon s'est tiré sur des femmes au menu, franchement, on n'a même pas besoin de faire enquête. Il suffit tout simplement de savoir quel est le bataillon qui est sorti à Kouedo, il était dirigé par qui, qui est sorti de la gendarmerie, il était dirigé par qui. On prend les douilles, on dit bon donc c'est tel bataillon qui a fait. C'est terminé, ça c'est un cas de flagrant délit. Donc ça ne va pas plus loin. Quand des individus s'en vont prendre à la BCAO de l'argent dans des malles, on n'a pas besoin de mener des enquêtes. On les arrête. Parce que la BCAO c'est un instrument communautaire. Comment des gens peuvent se lever et puis aller prendre cet argent? C'est du c'est la voyousie, c'est du grand banditisme qui a été commis par nos frères. Cela c'est tout à fait normal. Quand un président est élu, vous l'empêchez de pouvoir s'installer et vous formez un gouvernement fantoche, tous les membres de ce gouvernement qui ont participé à ça, écoute, ils sont passifs de haute trahison. C'est aussi simple que ça. Passifs de haute trahison. Alors après maintenant les gens disent, oui, justice des vainqueurs, c'est seulement un camp. J'ai dit, soyons patients. Soyons patients. En Côte d'Ivoire, notre problème vient du fait que pendant des années, chaque fois qu'il y a eu des crimes, personne n'a été poursuivi. Souvenez-vous, à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué les gens du charnier de l'opinion. À la date d'aujourd'hui, au mois de mars 2004, l'opposition dont nous faisions partie avait décidé de faire une marche. Les hélicos de combat sont sortis, ont tiré à balles réelles sur les manifestants qui n'étaient même pas sortis. Près de 400-500 morts, selon les rapports officiels de l'ONU. On n'a jamais su qui a fait ça. Jamais. Novembre 2004, un crime de guerre inqualifiable. Parce qu'on veut faire l'opération Liberté, on coupe le courant et l'électricité au nord de la Côte d'Ivoire, en plein mois de carême. On n'a jamais su qui a fait ça. On n'a jamais puni.
Je ne citerai pas mon cas personnel. Pendant la crise, Allez-y. eh bien, je suis allé rendre visite au président Bagné, je revenais le 8 avril. Je tombe sur des gens qui étaient dans un cas, dans des chars. Mon aide de camp a cru que c'était des FRC. Mais c'est qui? Les gars sortent. Mon aide de camp sort et dit, c'est le ministre Joël Nguessan, conseiller du président Ouattara. Oh, putain, c'est l'heure qu'il ne fallait pas vous mettre. 4 de mes gars ont été abattus sous mes yeux par les escadrons de CKC-47. Sous mes yeux. Ok? Alors, ce CKCK que j'ai vu faire, vous voulez quoi? Qu'on mène enquête encore? On ne mène pas d'enquête quand c'est un flagrant délit. Monsieur le ministre, je souhaitais que vous reveniez sur les détails importants, puisque dans le confort, j'aimerais bien comprendre, vous faites partie. Moi, j'ai des îles. Je fais partie des victimes. C'est vous dire que tous ont des questions à poser. Ils ont des questions. Alors, c'est vous dire que. Hein, pardonnez, le slogan justice des vainqueurs, laissez la justice ivoirienne se faire. Monsieur le ministre, ce n'est pas un slogan. C'est un slogan. C'est une réalité. C'est pas une réalité. Monsieur le ministre, moi, Oui, je vous écoute. Monsieur Kalou, ma question est très simple. C'est effectivement, vous avez dit tout à l'heure que l'ancien régime a posé vraiment des actes vraiment innommables. Et il se trouve que dans ces membres d'ancien régime, il y a les généraux Mangou et Kassaraté, qui, on le sait, pilotaient les opérations militaires au camp de Laurent Gbagbo. Et à notre grande surprise, ces deux généraux n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été inquiétés, mais plus grave, je mets en guillemets, plus grave, ont été bombardés ambassadeurs. Alors, est-ce que le fait d'avoir commandé les FDS qui ont, si vous voulez, fait bombarder les femmes d'Abobo, comme vous dites, et commis des exactions, et nommer les patrons de ces FDS, d'accord? Est-ce que selon vous, ce n'est pas une grave erreur commise par M. Ouattara? Non, je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mangou et Kassaraté ont été clairs. Et le président Ouattara en a parlé un peu. Leur famille était prise en otage. Là, c'est le premier élément. C'est important. Je vais vous donner un cas bien précis. Le général de Deloto, qui est un ami à moi, parce qu'on a fait l'école ensemble. Le général de Deloto est parti au palais présidentiel, convoqué par le président de la République d'alors, pour parler justement de l'opération qu'il avait suivie à Niamey. Il a dit au président, monsieur le président, Niamey n'est pas une cible militaire. Abobo n'est pas une cible. Au sortir de cet entretien, sa fille qui vient à Moscou l'appelle pour dire, papa, je viens de voir sur le net qu'on dit que tu es mort. Il dit, ah, ça veut dire que quelque part, il y a une opération qui est lancée contre ma personne. C'est comme ça qu'il a fui. Il est parti se réfugier après avoir chose, comment on appelle ça, mis à l'abri sa famille. Écoutez, frères, on était dans un régime fasciste. C'est de Beauplay, CKCK et ABI qui dirigeaient. Madame Gbagbo allait à l'état-major pour s'enquérir de l'état d'évolution. Si vous vous souvenez bien, au moment du déclenchement des opérations, Madame Gbagbo est partie à l'état-major. Qu'est-ce que la première femme d'un pays va faire à aider des militaires? Est-ce que c'est elle qui gouvernait? Voilà la réalité. On était dans un régime fasciste, une forte dictature. Les gens avaient besoin de se protéger. Et donc, le président Ouattara a levé un petit point de balle. Je vous dis que certains étaient pris en otage. Ça, je peux vous le certifier et je peux vous le confirmer. Maintenant que la situation est revenue normale, on sait qui a fait quoi. Le colonel Conan Boniface, il est où aujourd'hui? Il est à Abidjan, il va qu'à ses occupations, il vient même de connaître une promotion. Il vient de commettre une promotion. Donc il y a des affaires qui relèvent de l'État, du secret de défense, pour lesquelles seules les autorités savent pourquoi ils ont pris telle décision par tel autre. C'est important. Ne vous trompez pas, on était dans une dictature.
Et quand on est dans une dictature, ne vous en faites pas, il est mieux d'être vivant que d'être mort. Surtout que ceux qui étaient en face n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Ils tuaient de manière insensible. Il faut les voir battre. Ils tirent dans la tête. Ils tirent entre les omoplates. Je les ai vus faire. C'est pas on dit. Vous comprenez? Pour moi, c'est important. Dans cette situation-là, face à une dictature, il faut savoir être intelligent. Justement, donc pour terminer, maintenant, puisque par rapport à ce que vous venez de dire, donc je reviens toujours sur la même question. Mongo et Kasarate sont des sachants, sont des acteurs clés de la crise. À quel moment ces deux acteurs viendront témoigner? Ne vous en faites pas, peut-être qu'ils ont déjà témoigné. Parce qu'en fait, leurs témoignages seront vraiment des témoignages clés pour comprendre. C'est vous qui le dites, moi je note. Mais s'ils viennent dire de vive voix, c'est plus intéressant encore. Alors qu'ils ont été nommés ambassadeurs, est-ce que, à quel moment vous dire, moi qui vous parle, avant même qu'on annonce l'arrivée au campo à Abidjan, ils nous avaient déjà, les enquêtes étaient terminées. Vous avez compris? Tous ceux qui ont été victimes, avec les preuves à l'appui, tous ces gens ont été entendus. Moi qui vous parle, j'ai été entendu pendant 3 jours. Son nom aussi pour vous. Ce qui fait que ce n'est pas... Ne croyez pas que c'est de l'amusement, c'est pas vrai, c'est pas de l'amusement. Les gens travaillent de manière professionnelle. Pendant 3 jours, ils m'ont pris de 8h du matin jusqu'à 19h, 20h. Pour que je décrive exactement les circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis. Avant même qu'on ne parle de la cour pénale, les enquêtes étaient déjà finies. Actuellement, c'est des compléments. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux vous parier que Kasarate et Mangou ont déjà été entendus. Je peux le parier, mais je vous dis, je ne suis pas dans le secret des dieux. Parce que ce n'est pas un jeu. Ne pensez pas que les 3000 morts là, ça va se passer en fait et profit. Mais pourquoi seulement 3000 morts? Il n'y en a pas plus. Je pense même qu'il y en a plus. Mais pourquoi on se limite à 3000 morts? Mais parce que c'est les chiffres officiels annoncés. Mais sinon, quand les gens vont sortir... Et les autres victimes? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle autre victime? Ils sont tous des victimes. C'est des victimes. Non, mais s'il y en a 5000, 6000, autant les évoquer. Mais non, attention. Dans l'état actuel des investigations, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a 3000. Peut-être qu'il y en a plus. C'est qu'on est dans le faux. Non, on n'est pas dans le faux. Si tout le monde doit s'accorder à 3000 alors qu'il y en a peut-être 10 000, il y en a peut-être 15 000. Même déjà, un mort, c'est trop. Un seul, c'est trop. Hein? Arrêtons de faire le... Comment on appelle ça? Les statistiques macabres. Mais justement, donc il ne faut pas se limiter à ce chiffre. Non, j'ai dit non. Il y a eu des morts. J'ai dit le plus important, il y a eu des morts. Voilà. Il y a eu des morts et ceux qui ont commis ces crimes-là doivent être punis. On est d'accord. Au lieu qu'ils cherchent à se transformer en bourreau, les choses en victimes. Et les 3000 morts, vous les imputez à quel camp? Pour l'étape des enquêtes, et ce que je sais, c'est que je vous ai dit que les cas de flagrant délit sont déjà là. On attend le résultat de l'enquête. Ah d'accord. Parce qu'on a l'impression que vous vous substituez au procureur de la République finalement. Non, non. Parce que vous dites le pouvoir ne peut pas se mêler des affaires des choses. Mais les flagrants délits là, ils sont connus. Hein? Les flagrants délits sont connus. C'est qu'à aujourd'hui ne peut pas parler devant moi. Oui. Juste une question. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire CKCK? Parce que c'est vrai que cela paraît un peu comme une histoire montée de toutes pièces. On ne sait pas qui est ce monsieur. Vous qui l'avez côtoyé, puisque vous avez pratiquement. Non, vos amis, parce que sont isolés à la fin. Est-ce que vous pouvez me dire qui est cet individu? Est-ce que vous avez vu? C'est un monsieur qui est illuminé. C'est un illuminé. Ça veut dire quoi? Illuminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui commet des crimes, et puis quelques minutes après, vous le voyez, il est assis là. C'est ça. C'est aussi simple. Hein? Je ne vais pas faire le portrait psychologique, mais je le résume. Hein? Vous savez, sous Staline, il y a eu... Même sa fille n'osait même pas lui demander, mais où est maman? Pas vrai. Elle était terrifiée. Donc ça veut dire qu'il y a des illuminés comme ça que malheureusement nous avons connus en Côte d'Ivoire. Parce que là vraiment c'est... Hein? Il y a des illuminés que nous avons eu en Côte d'Ivoire, c'est grave. Plus jamais ça, il faut éviter. Madame, je demandais l'avis de oui, Monsieur le ministre. Vous avez dans le gouvernement. Oui, on répond. Et tu ne reviens pas sur la deuxième question encore. Non. Je vais vraiment revenir sur... Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de la destination Côte d'Ivoire qui était maintenant devenue brisée. Et concernant la chute de la vie, vous avez aussi parlé, comment dirais-je, vous avez dit qu'on a passé 10 ans
en train de faire la guerre en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous connaissez quand même nous au sérieux, nous sommes des journalistes, nous suivons l'actualité. La guerre en Côte d'Ivoire, si on veut pas de la crise post-électorale. Je n'ai pas dit qu'on a passé 10 ans à faire la guerre. Vous avez dit qu'on a passé 10 ans à faire la guerre, c'est pourquoi on n'a pas pu planter des tomates, planter des aubergines. Oui. Voilà. La guerre, on n'a pas passé 10 ans en train de faire la guerre en Côte d'Ivoire, c'est un. Le deux, je me souviens encore en 2008-2009, lors du Salon mondial du tourisme, ici à Deauville, le ministre du tourisme d'alors, Konan Sidiki, a dit que la Côte d'Ivoire, is back, est maintenant réelle. Et vous dites que c'est maintenant sous Ouattara que la Côte d'Ivoire est is back. Il y a un souci là. Attendez, il y a quelque chose qui me surprend. C'est qu'à chaque fois, quand il y a un gouvernement qui arrive, la Côte d'Ivoire is back. Quand l'autre arrive, la Côte d'Ivoire is back. On va comprendre la question. Voilà. J'ai compris votre question. Vous parlez à qui là? Hein? Je parle des droits de l'homme. Au ministre des droits de l'homme, je parle au du RDR, voilà. Merci. Ok. Mais dites donc, ils ont pris la table, vous. Dites donc, ils sont gentils avec vous. C'est accueillant ici. C'est pas le porte-parole. Je parle au porte-parole du RDR. Bien, sachez que chez nous, il y a un problème qui dit qu'on ne monte jamais son village à le bras gauche. Franchement, vous avez des réponses très simplistes. Elle est pas simpliste. Elle est très simple. Elle est très simple. Babou n'a vraiment rien fait de positif. Écoutez, voici des enseignants qui arrivent au pouvoir en 10 ans n'ont même pas construit une seule école. Pourquoi? Hein? Pourquoi ils n'ont pas pu? Parce qu'ils prenaient cet argent pour acheter des armes. 600 milliards. Parce qu'on l'obligeait à construire. Non, acheter des armes. À construire la paix. Non, acheter des armes. On l'obligeait à acheter 600 milliards d'armes. Vous avez vu le stock d'armes qu'il y avait à Yamoussoukro? C'est effarant. Ouais. Hein? Il n'a construit aucun hôpital. Et avec ça, il n'a pas pu mater la rébellion de Bouaké. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mais tu as vu la quantité d'armes? Si on l'a vu même. On n'a pas compris pourquoi il n'a pas pu mater la. J'ai dit, mais c'est incroyable. Il voulait faire la guerre à qui? Il voulait exterminer son peuple. On lui a posé juste la question, mais monsieur le président, vous bombardez Bouaké ou Korogo, ce n'est pas des Ivoiriens. Non, disons les choses telles qu'elles sont. En 10 ans, on a eu le malheur d'avoir un président qui s'appelle Babo. Pourtant, vous n'avez pas de besoin du gouvernement. Pourtant, vous n'avez pas de besoin de son gouvernement. J'ai dit, l'accord de Marcousset est assez clair. C'est un partage de pouvoir. Merci. Philippe, merci. Monsieur le ministre. Oui. Cette réflexion que je vais faire, c'est une réflexion, une question. Oui. Je vous ai plusieurs fois lu, plusieurs fois écouté. Oui. Monsieur est très éloquent, qui a un discours très souvent élaboré. C'est le porte-parole. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous avouer véritablement ma déception de notre entretien. La vision que vous avez de la Côte d'Ivoire est tellement partisane. Que je crains pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous avez été ministre de la République, même si c'était au nom du RDR, mais vous êtes ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous tous les Ivoiriens. Mais en vous entendant aujourd'hui, vous ramenez tout à Ouattara, vous ramenez tout au RDR, vous ramenez tout, vous avez été victime, vous avez tout fait. Nous avons vécu une crise. Vous dites en décembre 2010, je suis allé à Abidjan, à partir du 5 décembre 2010, j'étais à Abidjan. J'ai vécu toute la crise. Moi, je suis rentré ici à Paris le 7 août. J'ai vécu la crise. J'ai vécu ceux qui sont venus m'agresser. Ceux qui sont venus m'agresser dans mon appartement au Deux Plateaux, à côté de la maison de Nadi Bamba, ce ne sont pas les miliciens de Laurent Gbagbo. Ceux que j'ai vus qui sont venus m'agresser, ceux qui ont pris ma télévision, qui sont habillés en tenue FRC, qui sont habillés, qui ont pris ma télévision, qui ont pris mon ordinateur, qui ont pris la voiture de ma femme, ce ne sont pas des miliciens FRC. J'ai vécu aussi, moi aussi j'ai été victime. De la même façon, vous avez été victime, moi aussi j'ai été victime. J'ai retrouvé le corps du petit frère de mon père en brousse. Tué par Gbagbo peut-être? Vous voyez, ceux-là qui les a tués, vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit, quand vous êtes arrivé à un moment de responsabilité, vous avez été ministre de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on continue de vous appeler monsieur le ministre, parce que vous avez eu la responsabilité de notre pays. Mais certainement, partout où vous arriverez, on saura que vous avez des secrets d'État. Donc moi, aujourd'hui, je le dis avec honnêteté, comme j'ai l'habitude de l'être.
je suis pratiquement déçu de l'entretien. Parce que votre discours était tellement partisan que j'ai l'impression que c'est le même discours qu'aujourd'hui tous nos politiciens ou bien tous nos hommes politiques dirigeants tiennent. Ils sont partisans. Chez les Bago, c'est eux qui sont dans la vérité. Chez Ouattara, c'est eux qui sont dans la vérité. Chez BD, c'est eux qui sont dans la vérité. Aujourd'hui, où est l'intérêt du peuple, où est l'intérêt des civils et des citoyens, si ce n'est pas l'intérêt des politiques? Bien. De grâce. C'est ça, cette Côte d'Ivoire, vous nous donnez le voir. Bien. En tout cas, merci. Comme c'est une intervention et que c'est une émotion que vous exprimez, je crois que ça ne mérite pas de réponse. Si c'était une question, peut-être que je vous aurais répondu. Si, il y a une question à la fin. Non, il n'y a pas de question. Non, il était clair, il a dit que c'est pas une question. Il a dit que ce n'est pas une question, que c'est une émotion qui les mettait. Mais ça ne vous empêche pas de faire un commentaire. Non, mais je ne vais pas. Allez, je peux, avant que vous interveniez, je peux. Il a dit que c'est pas une question. Non, laissez. Vous savez. Moi, je souhaite que le ministre fasse un commentaire sur ce non, je journaliste aussi, je pose des questions. Vous permettez. Vous permettez, je veux dire, vous savez, je me réjouis. Hein? Je me réjouis du fait que nous tous, nous avons été victimes. Nous tous. Ce qui est insupportable, c'est quand les bourreaux veulent devenir des victimes. C'est arrogant. Et c'est ça qui nous énerve, nous. Sinon, je garde toujours mon même discours, qui est fait de sincérité, de pragmatisme. Je n'ai pas changé. Mais quand vous avez été victime comme moi, hein, et que ceux-là qui ont commis ces actes disent « je n'ai rien fait », ça pose problème. Qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on va enfin reconnaître, quel que soit notre bord, notre part de responsabilité. Lors de l'émission radio-télévisée du président Ouattara, il dit « En ma qualité d'homme politique, j'ai ma responsabilité dans le drame que mon pays a connu. » Il a dit. Oui, on peut l'envoyer. Écoutez, quand on tire sur à l'arme lourde, sur un marché là, ça ne détruit pas. Hein. Les obus là, ce n'est pas des balles ciblées. Les victimes aussi des coupables de deux côtés aussi. C'est pour ça que je vous ai dit que le président Ouattara était clair sur le fait de pas d'impunité. Que ce soit clair. Je ne sais pas, c'est un concept qui est important pour lui. On attend de voir. Pas d'impunité. Laissez observer. Vous verrez. Vous serez surpris qu'il n'y aura pas d'impunité en Côte d'Ivoire. Alors donc c'est vous dire que quelque part je vous comprends dans votre émotion, mais je vous dis qu'il y a une prise de conscience profonde qu'on doit avoir chacun à son niveau. Au lieu de camper sur nos positions qui consistent à dire c'est la faute de l'autre. Moi généralement quand j'écoute un homme politique dire c'est la faute de l'autre là, c'est que vraiment c'est un enfant. C'est un enfant qu'on attrape en train de manger de la confiture, il a la bouche complètement pleine, il dit non c'est pas moi. Et c'est l'impression que nous avons au niveau de nos frères d'en face. C'est pour ça que le président Ouattara dit pas d'impunité. Je vous dis, faites-lui confiance. Vous aurez l'occasion de l'observer. À chaque chose, son temps. Bien. Donc j'espère que je vous comprends dans vos émotions, mais je vous dis, c'est l'irresponsabilité mise au niveau de nos propos à un moment donné qui fait que nous prenons certaines positions. Parce que ce n'est pas normal. Attends, je pense que... Dernier, après moi j'ai juste une question. Parce que nos préoccupations pour revenir sur le thème. Donc parlons du flagrant délit. Entre 2003 et 2004, on sait très bien que les Nations Unies ont produit un rapport et ont indexé un certain nombre d'acteurs militaires et politiques en Côte d'Ivoire d'avoir commis des exactions. Et même qui ont été frappés même d'interdiction de voyage, etc. Je veux parler donc des jeunes tués, je veux parler de Foufier Kwaku. Et donc, moi ce que je constate, c'est que jusqu'à aujourd'hui, dans ce flagrant délit dont vous parlez, je pense que dans le camp adverse, Foufier Kwaku fait partie des gens, des personnes qui ont été prises en flagrant délit
de torture, d'exactions, droits de l'homme, etc. À ce jour, il n'a jamais été inquiété. Alors que si on veut parler effectivement de flagrant délit, il aurait pu, dès les premières heures d'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara, être arrêté, puis comme les autres aussi. Ça, c'est ma première question. Pourquoi, donc, dans le cas adverse, ceux qui ont commis aussi, ceux qui ont été pris sur les faits, ils ne sont pas inquiétés. Deuxième élément, vous avez parlé tout de suite d'un élément qui est très important. Parce que dans notre entendement, nous sommes tous des journalistes, mais aussi on a vécu plus ou moins les faits au pays. Le gouvernement de Laurent Gbagbo a comporté RDR, PDC, vous êtes resté avec le président Gbagbo jusqu'à la dernière seconde. D'accord? Pourquoi, avec les informations que vous avez reçues, donc vous avez dit que Mambou, Kassarapi et autres n'étaient plus les commandants, il y avait un pouvoir bis, pourquoi n'a jamais été tenté de démissionner pour qu'on puisse au moins à un moment donné vous laver de toute soupçon de connivence avec les actions de Laurent Gbagbo? Bien. Merci, mes deux questions. Bien. Jusqu'à la formation du premier gouvernement de Ouattara, nous étions dans ce qu'on appelle l'accord de Marcoussis. L'accord de Marcoussis, avec ces accords complémentaires qui sont Pretoria 1, Accra 2, Accra 3, Pretoria 1, Pretoria 2, Ouaga 1, avec ces éléments complémentaires. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu le partage du pouvoir. Ce n'était pas un pouvoir de Gbagbo. Donc, la position que nous on avait, c'est de ne pas lui céder la possibilité de dire que c'est lui, c'est l'accord, c'est un accord qu'on a conclu. Ceci étant, je voudrais revenir un peu sur les rapports des Nations Unies sur les exactions commises depuis le 19 septembre 2002 jusqu'à une certaine date. Vous voyez, Gbagbo Laurent a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Je suis bien placé pour vous dire que chaque fois que les membres de la Cour pénale internationale, sur la base des rapports qu'ils avaient en eux-mêmes, voulaient venir enquêter en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent leur a refusé le visa à 5 reprises. C'est pas Gbagbo qui donne les visas, il y a un ministère. Non, il a interdit que ces gens-là. Je sais de quoi je vous parle. Franchement, Gbagbo Laurent, sa personne. Je dis, je sais de quoi je vous parle. J'étais ministre des droits de l'homme, j'ai été à Genève, j'ai été approché, ils m'ont dit, mais pourquoi il ne veut pas qu'on aille enquêter alors que les rapports sont là? Ça, c'est une réalité. Moi, j'aurais souhaité que le président Gbagbo accepte que les juridictions internationales viennent. Je vous ai dit que c'est l'impunité en Côte d'Ivoire qui est à la base de nos problèmes. On a commencé par 52 morts. D'abord, ça a commencé dans les années 90, pour ceux qui ont la mémoire. P.A. Domain, le jeune étudiant, Thierry Zébier. Le jeune élève. Élève, c'est ça. À Beauville, oui. Merci de me rafraîchir la mémoire. Hein? Mais on n'a jamais puni qui que ce soit. C'est resté comme ça jusqu'à ce qu'on arrive pratiquement à un cas où on était pratiquement au bord de la rwandisation de notre pays. Aujourd'hui, Diokwe. Tout simplement parce que... Depuis les RS sont là, il y a aussi des accusations à Diokwe. Mais je dis que parce que dans ce pays, il y a une prime à l'impunité. Mais maintenant qu'un président arrive au pouvoir et il dit qu'il veut lutter contre l'impunité, les gens disent pourquoi? Les gens disent mais pourquoi il veut lutter contre l'impunité? On ne dit pas pourquoi, monsieur le ministre. Pourquoi il ne commence pas dans son propre camp? Attention. Je vous ai parlé tout à l'heure des flagrants délits. En flagrant délit et enquête. Moi je vous attrape en train de voler. Vous voulez que je fasse enquête? Je vous attrape immédiatement. Vous allez directement sans passer même par une procédure de choses. Les flagrants délits sont jugés le lendemain. Mais en mars 2011, il y a des actions à Diokwe. Les FS ont été indexés en mars 2011. C'est pour ça que là il y a enquête. Et les enquêtes vont sortir les résultats. Qui a fait quoi? Attendez les résultats des enquêtes. Ouattara ne fait pas partie de ces présidents qui ils font les enquêtes et puis les mettent dans un tiroir. Ils ne les mettront pas dans des tiroirs. Donc pour revenir à ce que vous avez dit tantôt, concernant Kofié ou tout ça, la Cour pénale avait voulu mener ces enquêtes. Le président Ouattara est arrivé, il a circoncis la saisine de la Cour pénale par rapport aux événements post-électoraux. Bon, la Cour pénale dit aujourd'hui oui, mais on autorise le procureur à se renseigner pour savoir si on ne peut pas aller jusqu'en 2002. Ils sont libres. Ils sont libres.
C'est une juridiction internationale. Ce n'est pas le cousin de Ouattara qui dirige la CPI. Si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a une petite amalgame entre politique, justice et autre ça. Laissez-les. Laissez le président Ouattara faire son travail et laissez la justice faire son travail. Les gens sont pressés. On aura des surprises. On aura des surprises. La commission, c'est dans combien de temps? Juste pour nous éclairer. Bon, moi je sais qu'il y a une forte pression pour que les travaux soient, les résultats sortent ces jours-ci. Ah oui. Donc c'est bouclé là, les questions bouclées. Oh, tous les gens qui devaient être entendus ont été entendus. On attend. Quartier par quartier, on sait qui a brisé son camarade. Moi, j'ai pas été entendu. Là, il y a eu un appel qui a été lancé pour que chacun ait une taille. Moi, j'ai pas été entendu. Vous savez, à titre personnel, comme tout à l'heure, vous venez de Vous êtes parti plusieurs fois là-bas. Je vais vous dire. Sinon, les bureaux de la commission sont à tous. Je vous dis comment. Pour l'information, pour ton information, comment est-ce qu'il peut être entendu? Je vais lui dire. Je prendrai un seul témoin. Je vais finir mon sujet. Moi, je te soutiens pour que tu ailles intervenir. Mon soutien, c'est ce que je vais te dire. Mon soutien, je vais te dire. Quand vous avez rencontré le ministre Ahmed Bakayoko, le jour où j'étais agressé, je vous dirais que c'est grâce à lui que j'ai eu la vie sauve. Parce qu'il est l'ami de mon patron, j'ai eu la vie sauve. Vous voyez, c'est les circonstances aujourd'hui. Moi, je dis, monsieur le ministre. C'est ça la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai eu la vie sauve? Hein? Oui. Vous voulez que je vous dise? Dites-moi. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Stéphane Kipré. Oui. C'est mon neveu. Ça, c'est un. Et c'est à la demande de Mme Babo qu'on m'a libéré. Je le dis. Vous le devez. Pourquoi on ne règle pas? Je dois ma vie au Seigneur. On ne règle pas les choses. Ça c'est théologique. Monsieur le ministre, pourquoi on ne règle pas les choses comme ça? Comme lui là c'est mon neveu, lui on a alliance, je suis marié ici. Ce qui s'est passé entre nous, on va s'asseoir, on va régler. Donc c'est les autres, on attrape un pays où les gens sont pris pistolet, dès qu'on comme de le sont tirés dessus, et puis c'est les balles de l'eau qui ont tué, les balles de l'eau n'ont pas tué. Les balles des gens de Ouattara, ça n'a pas tué quelqu'un. J'ai dit. J'ai beau vous expliquer, et puis soyez patient, vous aurez le résultat de la commission d'enquête.